Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochocs. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien comme chaque lundi. Eh bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies. Je vous rappelle que pour ne rien rater, il est indispensable de vous abonner en cliquant bien évidemment sur le bouton de vos applications de podcast pour justement suivre cette aventure Sauvons nos vies. Profitez-en aussi pour mettre une très bonne note, 5 étoiles par exemple. Ça fait toujours plaisir, par avance, merci. Si vous souhaitez également échanger sur un sujet ou une thématique, je vous propose de le faire via la page LinkedIn Sauvons nos vies. Et pour ce nouvel épisode aujourd'hui, nous allons échanger avec François Pasquier. Sauvons nos vies, interview. Je reçois aujourd'hui François Pasquier, menuisier agenceur depuis plus de 35 ans. Bonjour François. Bonjour Hugues. Merci d'être avec nous et bienvenue donc dans ce podcast Sauvons nos vies. Je tiens avant de démarrer de préciser que nous nous connaissons depuis moultes années, donc nous nous tutoierons. Ça te va ? Ok, très bien. Ça te va ? C'est plus simple. François, je te remercie sincèrement d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast Sauvons nos vies, car avant toutefois quand même de rentrer dans le sujet qui nous réunit aujourd'hui, j'aimerais bien que tu nous expliques ton parcours professionnel depuis, on va dire, ton adolescence, dirons-nous. Alors, scolarité, pas tellement fort à l'école, donc j'ai voulu prendre tout de suite la voie de mon métier que je savais que j'allais être menuisier depuis l'âge de 10 ans. Donc, sortie de 5e, CAP menuisier, agenceur, à Rennes. Ok. Et puis, CAP, j'ai trouvé du travail tout de suite et je suis tout de suite rentré dans une entreprise de menuiserie agencement haut de gamme à Fougères. D'accord. Et dès tes 10 ans, tu savais que c'était le métier que tu allais faire plus tard. Ouais. Pourquoi ? T'avais bricolé un peu déjà le bois ou comment t'es tombé dans le bois, quoi ? Tout petit, maman elle raconte des fois, j'avais 2 ans, j'avais trouvé un marteau, une petite brindille de bois, j'avais trouvé une pointe et j'enfonçais la pointe dans le bout de la brindille, à 2 ans. Donc ma voie était toute faite. C'est ça, voilà, la voie était bien tracée. Et donc tu démarres en menuiserie agencement, et puis à un moment, tu décides de passer le pas, de te mettre à ton compte. Voilà. C'était il y a combien de temps ? Je me suis mis à mon compte associé avec quelqu'un en 2004. D'accord. Après, certaines raisons, j'ai voulu partir tout seul. Donc normal. Je me suis remis à mon compte tout seul en 2010, sans ouvrier. D'accord. Et là, je faisais beaucoup de pauses et du déplacement Paris, le Sud et l'étranger. Et donc, tu as démarré de 2010 et jusqu'à aujourd'hui, enfin encore, tu te déplaces un peu partout depuis 2010. Depuis 2010 jusqu'au jour où nous allons évoquer justement cette journée. Et comme vous le savez, effectivement, nous sommes dans un podcast qui s'appelle Sauvons nos vies, qui parle de santé et de sécurité. Et justement, si tu es là aujourd'hui, François, c'est pour nous parler d'un accident grave, très grave même, que tu as connu, le tien, qui s'est déroulé le 5 février 2021, c'est bien ça ? Ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter cette journée du 5 février 2021, comment elle a débuté, et puis qu'est-ce qui s'est passé, et à un moment, qu'est-ce qui a fait que cet accident est survenu ? La journée n'a pas été longue pour moi, puisque on commençait le travail, donc on était à Saint-Barthélemy, dans les Caraïbes, sur un très gros chantier pour une très grosse villa d'un milliardaire, et on commence le travail à 7h. Et il ne me restait plus à ce moment-là qu'un gars, parce que les autres étaient partis en repos, revenaient en France. Et puis, je donne du boulot au gars qui me restait. Et puis, moi, je sors sur une terrasse. Donc, c'était le matin, en fait. Oui, il était 7h, 7h15. Ok. 7h15, je trébuche. Sur une terrasse ? Ouais. Sur quoi ? Donc, tu sais plus ? Si, j'étais sur un petit muret, je veux passer un autre petit muret de 20 cm de haut.
le pied droit monte, le pied gauche accroche, et là la tête part en avant, et pas de rambarde de sécurité à gauche, 2-3 marches, et 5 mètres dans le fond. À 7h du matin. Ouais, 7h, 7h30. Chute. Ouais. Quels sont tes souvenirs de cet accident-là? Parce que j'imagine que quand tu as un accident grave, tu as perdu connaissance. Ouais. Je pense que les souvenirs restent encore flous sur cette période-là ou pas? J'ai 2-3 souvenirs. Au moment où je chute, je vois un tuyau. Enfin, il me semble que c'est un tuyau d'eau. Comme la tête était partie en avant, donc moi, c'est la tête qui arrive en premier. Je me dis, je vais me raccrocher au tuyau, et puis peut-être qu'il va me sauver. Mais ça dure 1 seconde et demie. C'est ça. Et là, c'était pas un tuyau, c'était le fil électrique qui alimentait la grue. D'accord. Donc je chope ce fil, ce câble qui était dans une gaine, mais le câble, il faisait 200-300 mètres de long. Et j'emmène le câble avec moi, mais ça me permet quand même, je pense, de me rétablir et que ce soit pas la tête qui arrive dans le fond. C'est-à-dire que au moment de ta chute, t'accroches la gaine le câble électrique et qui te remet effectivement peut-être un peu plus droit que ta chute avec la tête la première. Et à ce moment-là, il y a un coffret de la grue qui est en dessous. Ouais. Et tu tombes sur ce coffret. Je tombe apparemment sur le coffret, ce qui m'a abîmé le coude, et après sur la dalle en béton. Tu te réveilles à l'hôpital? Non, j'ai souvenir de mon gars qui vient me voir dans le fond. Donc tu reprends conscience à l'endroit, dans le champ. Ouais, à l'endroit de la chute. À l'endroit de la chute. Ouais. Et là, je dis, il faut tout de suite appeler Corinne, ma femme. Ouais. Donc il me demande où est mon téléphone. Je lui dis dans ma poche gauche comme d'habitude. Il prend mon téléphone. Donne-moi ton code. Je sais plus. C'est pas un code, c'est avec le pouce. Mm-hmm. Il me donne le téléphone, mais comme je me tenais déjà le bras qui était en sang, donc le système digital n'a pas fonctionné. Et là, il me redit, ça marche pas, donne-moi ton code. Et là, j'ai dit, je le sais plus. Et là, plus rien. Et là, tu t'es retombé dans le coma, c'est ça? T'as perdu connaissance. J'ai perdu connaissance. D'accord. Ouais. La phase d'après, c'est tu te réveilles à l'hôpital. Non, j'ai dû me réveiller dans la demi-heure, le quart d'heure ou la demi-heure qui a suivi. Je rouvre les yeux et là, je vois les pompiers. Mais ça a duré 1 seconde. Je vois le pompier et je pense qu'il m'avait peut-être déjà piqué. Et après, je retombe dans un... Ouais, je perds connaissance. Ouais. Après l'hôpital, là, j'ai aucun souvenir. J'ai eu ma femme au téléphone apparemment, mais bon, moi je m'en souviens pas. À Saint-Barth, là où ils m'ont fait le body scanner, parce qu'à Saint-Barth, il y a pas d'hôpital. Enfin, il y a un petit hôpital, mais ils font rien. Ils font juste ils ont un body scanner pour les accidents graves. Et après, je suis transporté donc par avion de Saint-Barth en Guadeloupe. Et là, je monte dans l'avion à Saint-Barth, et là, je me réveille. Mais c'est pareil, ça dure... quelques secondes. J'ai juste le temps de dire, je pense qu'on est dans un avion Saint-Barth commuteur, parce que le plafond, je ne l'ai jamais vu. Et hop, et je retombe. Et là, on envole pour la Guadeloupe. Il y a 1 heure, 1h30 de vol. Tu te retrouves à la Guadeloupe? Ouais. Là, tu commences peut-être à reprendre connaissance, non, pas du tout. Là, je suis pris en soins directement, parce que bon, avec tout ce que j'avais, je suis pris, ils me prennent en soins, je vais en salle d'opération, et je me réveille à 11h30, minuit des soirs. C'est là que je me suis réveillé. J'ai redemandé à revoir ma femme, à ce qu'on appelle ma femme, et en France, il était 6h du matin, je crois. Et là, tu arrives à la joindre? T'arrives à joindre ta femme et à lui... Alors ouais, c'était compliqué. À lui parler un peu, parce que j'imagine après l'opération, ça devait pas forcément être facile. J'étais tellement shooté que... Ouais. Je savais même pas ce que j'avais. Je savais pas du tout ce que j'avais. Donc tu passes combien de jours à l'hôpital de Pointe-à-Pitre? T'étais à Pointe-à-Pitre, c'est ça? Ouais. Tu passes combien de jours là-bas? J'ai dû être... je crois que c'est 12 jours. Mais déjà, j'ai été opéré qu'au bout de 5 jours. J'étais pas transportable.
pour me ramener en France, c'était pas possible parce que j'avais le col du fémur et bassin fracturé. Et le coude. Et le coude, double fracture ouverte, ouais. Et omoplate, et gros traumatisme crânien. Ah oui, tu avais aussi un traumatisme crânien. Tu mets combien de jours à réaliser? Parce que je pense qu'au départ, tu réalises pas. Tu sais qu'il s'est passé quelque chose, mais tu ne connais pas forcément la finalité de tout ce qu'il y a, quoi, en fait. Non, si le lendemain. Dès le lendemain, ouais, t'avais déjà un... je demandais ce que j'avais, quoi. Mais alors, j'étais pas dans le bon service. Donc, les infirmiers et infirmières qui étaient là ne savaient pas exactement ce que j'avais. Donc, ils n'étaient pas capables de me dire. J'avais mal à l'épaule. On me disait que j'avais rien, mais si j'avais l'omoplate qui était cassée. Et le coude, je savais que mon coude, c'était grave. Et parce qu'ils m'ont opéré le soir du 5 février 2021. Ils m'ont juste nettoyé le coude et ils ont refermé. Parce qu'ils ne pouvaient rien faire sur ce jour-là. Ils n'avaient pas le matériel. C'était compliqué là-bas. Oui, j'imagine. Ouais. Les hôpitaux sont pas forcément, n'ont pas forcément le matériel nécessaire pour ce type d'opération. Et puis à un moment, t'es rapatrié sur Paris. Ouais, alors opéré au bout de 5 jours en Guadeloupe, quand même. Ouais. Donc après, opéré du bassin, pas du coude, enfin pas du coude. Si, ils m'ont tout fait finalement. Ah d'accord, ils t'ont réopéré une deuxième fois. Ouais, ils m'ont opéré au bout de 5 jours pour le col du fémur. Et le lendemain, ils m'ont opéré du coude. D'accord. 2 très grosses opérations en 24 heures. Combien de temps tu restes encore là-bas? J'ai dû rester 7 jours. 7 jours, mais bon, je voulais rentrer. J'étais dans un état pitoyable moralement. Enfin. Donc après, t'as plus d'opération en Guadeloupe, c'est terminé, t'es rapatrié en France. Rapatrié en France. Paris, Bretagne. Ouais, Paris en avion, après ambulance jusqu'à Fougères, parce qu'il n'y avait pas de place dans un centre de rééducation. Enfin, hospitalisation dans un centre de rééducation. Donc j'ai été encore 12 jours à Fougères, et au bout de 12 jours, une place qui se libère à Rennes. Et donc là, je suis parti à Rennes. Donc là, on est mi-février, fin février. Ouais, fin février. À peu près. Ouais. Et les médecins, donc tu repasses des examens? Ouais. Ils me refont faire des... Enfin, à Fougères, déjà, ils m'ont fait refaire des radios. D'accord. À Rennes, après, pendant le mois où il fallait que je sois alité, puisque j'avais le bassin fracturé, j'ai pas eu tellement d'examens. C'est quand j'ai commencé à refaire ma rééducation, c'est-à-dire à réapprendre à marcher. Parce que ça, on s'imagine pas, mais on réapprend à marcher, on ne sait plus marcher. Au bout d'un mois, un bon mois et demi, on ne sait plus marcher. Alité 1 mois et demi, tu ne sais plus marcher? Ah non. Mais c'était dû aussi à la fracture du bassin. Il y avait Parce qu'il n'y a plus de muscles, il n'y a plus rien. Ouais, il y a à la fois le problème musculaire de ne plus marcher, et puis il y a aussi l'opération avec des broches, j'imagine. Ouais. Enfin, un clou gamma. Clou gamma. Ouais. Au coude, c'est plus compliqué. Ouais, le coude, j'avais 3 plaques. Et le coude, fallait attendre. Donc, tu restes combien de temps à l'hôpital de Rennes? 1 mois, parce que je suis sorti de l'hôpital de Rennes le 2 avril, pour rentrer chez moi. D'accord. Et la suite, alors? Après, c'est quoi? C'est la rééducation? Après, c'est rééducation en hôpital de jour. D'accord. Pendant 9 mois. Ah oui. 9 mois. Tous les jours? 4 jours par semaine. Presque, ouais. D'autres opérations? Non, jusqu'au mois d'octobre, pas d'opération. Ma 3e opération, elle s'est faite je crois que c'est en avril 2022, pour enlever les plaques du coude, parce qu'ils pensaient que c'était les plaques qui gênaient pour que mon coude remarche. Et finalement, non. Lors de la chute, la chirurgienne m'a dit... Elle m'a dit le coude, non, il a été beaucoup trop abîmé. Lors de l'accident, on ne peut plus rien faire. D'accord. Et début 2023, tu as encore une opération au niveau du bassin?
Juillet 2023. Opération pour enlever le matériel dans le col du fémur et hanche. Ok, presque 2 ans et demi après. D'accord. Alors aujourd'hui, on va dire que le plus dur est derrière quand même. Oui. D'accord. Il y a des séquelles. Mais... Quelles sont tes séquelles aujourd'hui? Mon coude lui est bloqué à 90 degrés. D'accord. J'ai à peu près 10 degrés d'ouverture et de fermeture. Coude gauche? Ouais. L'épaule? L'épaule, non, c'est bon. L'omoplate, ça va? Non, c'est bon. Le bassin? Et le bassin, c'est des douleurs au niveau du bassin, parce que dans le bassin, j'avais sacrum, j'avais ischio. Qu'est-ce que j'avais? J'avais 4 fractures au bassin. C'est des termes que j'ai un peu oubliés, parce que termes chirurgicaux. Mais là, tu marches sans plus de canne? Non. Depuis le mois de juillet? Ouais. Si ma mémoire est bonne? Ouais. Les analyses des médecins montrent que, effectivement, ton job... c'est fini. C'est fini. Quand est-ce que tu apprends la nouvelle que, effectivement, ton boulot que tu fais par passion depuis peut-être les 2 ou 3 ans où tu avais justement chopé ce petit bout de bois avec ce clou, quand est-ce que tu apprends que, effectivement, ton boulot, c'est fini? C'était un peu après juillet? Non, avant je commençais à me rendre compte que la remontée, elle est lente. Ça remonte tout doucement, mais on voit bien qu'à un moment donné, il y a beaucoup moins d'évolution. Pendant ça bloque, on va avoir d'une évolution pendant 2 mois, petite évolution, et puis hop, ça bloque. T'as comme des paliers, des paliers, Mais après, les paliers, ils sont pas hauts, les paliers, quand on les remonte. Donc je m'aperçois, que pour mon métier, ça va être compliqué. Mais tu as quand même une analyse médicale qui dit Monsieur Pasquier, vous êtes inapte? Ouais, le médecin conseil de mes assurances. Il m'a dit la dernière fois qu'il m'a vu qu'il considérait que j'étais incapable de reprendre mon travail. Comment t'accuses le coup de ça? Parce que ça doit être violent, non? Ou tu t'y es préparé? Je m'en doutais. Ouais. Je vois bien que je suis diminué pour faire mon travail. Je peux plus. Aujourd'hui, c'est quoi une journée chez toi? C'est parce que dès que tu travailles, dès que tu fais un petit peu de travaux chez toi, tu fatigues vite. Voilà. C'est ça. Je fatigue très vite. Tu fais 1 heure de bricolage chez toi, tu mets une semaine à t'en remettre? Non, c'est peut-être pas ça. Non. Maintenant, je fais une demi-journée. Par exemple, le matin, 3 heures de boulot, l'après-midi, je suis rincé. Ouais. Et c'est toujours la fatigue du bassin. Le fait d'avoir mon handicap au coude, on s'y fait à cet handicap. Alors, on prend des postures nouvelles, on s'aménage le fait de pouvoir travailler, de pouvoir rebricoler un petit peu. Et tu arrives à rebricoler un peu? Oui, un petit peu, mais c'est... c'est beaucoup plus lent, c'est... Ouais. Moins de force? Il y a forcément moins de force. Il y a forcément moins de force, puisque je me ménage. Je sais qu'il faut que je me ménage si je veux faire une petite bricole encore l'après-midi. Si je me ménage pas... Ouais. Et alors, du coup, ton entreprise de menuiserie, c'est quoi la suite? Je sais pas, là j'attends les assurances, parce que j'avais 2 très très bonnes assurances. Alors c'est très important pour une personne qui est à son compte. Ouais. Je vais bien insister là-dessus, c'est que une assurance, on a tout le temps l'impression que ça coûte cher. Mais c'est rien, une assurance. C'est rien. Une assurance, moi je sais plus, je dirais une bêtise, mais c'était peut-être 180 € par mois d'assurance de prévoyance. Quand je vois aujourd'hui, j'avais pris une bonne assurance. Encore, il y avait même encore au-dessus, mais déjà une bonne assurance. 180 € par mois pour un gars qui a à son compte, c'est rien. C'est rien. Ouais. Il suffit de travailler 3 heures de plus dans la semaine et puis l'assurance est payée. Et donc, alors comment tu vois la suite, toi? Je sais pas, là j'attends... Psychologiquement, t'es comment déjà, toi, aujourd'hui? Ça va mieux. Ça va mieux. Ouais. Depuis 1 an, ça va. Avant, j'avais tout le temps des hauts, des bas, mais non, depuis 1 an, on s'y fait à notre handicap. On s'y fait. Ouais, ce que tu disais, on s'habitue. On s'habitue, de toute façon, on n'a pas le choix.
C'est ça, ou alors on achète une chaise longue et puis on attend. Oui, ce qui n'est pas tellement ton cas. Non, pas trop. Non, pas trop, non. Donc, t'es passé à autre chose. Et comment tu te projettes dans l'avenir ? Alors, c'est suivant mes assurances, suivant les pourcentages d'invalidité et ce qu'on va me donner jusqu'à la retraite. Si jamais il me manque un peu pour vivre, je vais reprendre un peu le travail, je ne sais pas comment. Waouh. Reprendre un petit peu le travail. Mais pas ton travail, un travail salarié. Non, toujours dans le domaine de l'agencement, mais qu'en chef d'équipe. Oui, pas en tant que patron. Quoi. Ah non, si, toujours. Toujours rester à mon compte. D'accord. Comme je faisais lors de l'accident où je travaillais pour d'autres grosses sociétés. D'accord. Qui me prenaient pour... en sous-traitance. Voilà. Ouais. Et Saint-Barth, c'est fini. Ouais, je pense. Pas sûr. Ouais. Je pense. Non, je pense que j'aurais du mal à repartir à l'export. Ouais, parce que t'as quand même de l'avion, du voyage. Ouais, et puis avec la peur qu'il me arrive quelque chose et reconnaître ce que j'ai connu en Guadeloupe plus jamais de ma vie. Oui, j'imagine, ouais. Ça laisse des traces à vie. Je rappelle, parce que le gouvernement a lancé en octobre 2023 une campagne nationale de communication autour justement de ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, des accidents graves, même jusqu'aux accidents mortels au travail en France. En synthèse de cette campagne, je retiens 2 chiffres, moi. Tu l'as vu, cette campagne à la télé et à la radio ? Non. En France, il y a en moyenne 2 accidents mortels par jour. 2 accidents mortels par jour sur le lieu de travail. Donc c'est des gens qui ne rentrent pas le soir, 2 personnes tous les jours en moyenne, et 100 accidents graves par jour, dont tu as fait partie. Ouais. C'est effarant. Même si parfois c'est difficile de parler de chiffres, on a environ, ce qu'il faut retenir, c'est 650 personnes qui perdent la vie chaque année en France au travail en 2023. C'est fou. Ouais, ça devrait plus arriver. Et alors, est-ce que tu as on revient à cette fameuse journée, je pense que tu as dû analyser cette chute 1000 fois dans ta tête. Imagine, on revient dans le passé, à 7h du matin, cette fameuse journée du 5 février 2021. Est-ce que tu aurais la possibilité de me dire, tiens, si je faisais autrement, est-ce que tu ferais ta matinée autrement ? Ou vraiment l'accident, t'aurais pas pu l'éviter ? Non, c'est un accident bête. C'est un accident bête. J'ai mon pied gauche qui accroche de 5 mm en montant, comme si on montait une marche. Non, c'est un accident bête. C'est à croire que cette journée, ça devait m'arriver. C'est-à-dire que tu t'es jamais dit à un moment, tiens, si j'avais fait ça, j'aurais pas eu cette chute, ou si j'avais plus fait davantage attention. Non, c'est vraiment le fruit du hasard, c'est ça ? Ouais. D'accord. Alors il y avait quand même le fameux chantier qui n'avait pas de rambarde. Non, voilà. Ça, par contre, ça c'est grave, ça. Mais alors nous, c'est pas de notre faute, mais ça faisait un moment qu'il n'y avait pas de rambarde. Et nous, on n'intervenait pas beaucoup sur cette terrasse-là, mais on pouvait y passer. Il y avait du monde qui y passait tous les jours. Et là, ce jour-là, j'étais à cet endroit-là. J'y pense. J'ai rien à dire parce que. Mais demain, tu te retrouves sur un chantier, comme on était en train de dire. Il manque une rambarde. Ah bah maintenant. Je pense que. Ah ouais. Non. D'accord. Là, j'alerte les architectes. Ouais. Et je leur dis, on reviendra pas sur le chantier tant qu'il n'y a pas cette rambarde de sécurité. Et j'imagine que en plus de 30 ans de carrière, t'en as fait plus d'un chantier sans rambarde. Ouais. Alors en France, non. Mais à l'étranger, T'as fait aussi pas mal d'Afrique ? Ouais, j'ai fait l'Afrique. Pareil. Voilà, non, c'est catastrophique. Il y a aucune sécurité. Pourtant, à Saint-Barth, il y avait une entreprise de sécurité. Mais nous on le savait même pas. On l'a jamais vu. Mais quand même, il va y avoir un procès. Ouais, il va y avoir un procès. Ouais. D'accord. Donc il y a quand même un manquement. Ah, il y a un manquement, ouais. Avec cette rambarde là. Tu parlais des assurances, oui, mais il y a quand même le procès. Et le procès, il est prévu pour quand ? Tu sais pas ? Ah non, ça, j'ai aucune nouvelle. Le dossier de gendarmerie est parti en Martinique parce que la société de sécurité était de Martinique. Ouais. Mais bon, ça fait 3 ans. Moi, j'ai été entendu à Fougères 9 mois après.
Après, le dossier est parti à Brest, je crois. Et là, j'ai appris par mon avocat, qui est l'avocat des assurances, qui va suivre aussi mon dossier, m'a appris que le dossier était en Martinique parce que la société de sécurité doit être entendue par la gendarmerie en Martinique. D'accord. Donc, mais par contre, tu n'as aucune idée du délai de ce procès-là? Ah non. Ça va être dans 5 ans, 10 ans. Waouh. Ah non, ça... Ouais. Personne n'est capable de nous dire. Puis de toute façon, je suppose qu'il y aura appel. Donc ça peut durer jusqu'à ma retraite. Ouais. Et ça, moralement, comment tu le vis, ça? Il y a un sentiment d'injustice, il y a un sentiment d'une justice un peu lente. Comment tu le vis? Ah oui, la justice est lente. Parce que sur un accident comme ça, il y aurait possibilité de le gérer en... Allez, on va dire 5 ans grand maximum. Ouais. Donc c'est aujourd'hui ton assurance qui te permet de pallier à cet handicap. Ouais. T'aurais pas eu cette bonne assurance, comme tu dis? Ah bah, ça peut devenir vite compliqué au niveau financier. Ouais. Parce que en termes d'accident aujourd'hui, c'est quand même un accident de travail. Ouais. Donc t'as quand même un financement associé à cet accident-là, non? Bah, la prévoyance. La prévoyance? Ouais, prévoyance et la CPAM. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui. D'accord. Mais au niveau de la CPAM, comme je suis à mon compte, c'est pas considéré comme un accident de travail. Je suis en maladie, moi. D'accord. Et donc, aujourd'hui, les 12 prochains mois, tu les vois comment? Tu les vois commencer à retravailler petit à petit, ou t'attends encore un peu effectivement le retour des assurances, le retour et des médecins? J'attends le retour des assurances pour savoir ce qu'elles peuvent me donner pour vivre. D'accord. Si tu avais un message à dire aux personnes qui nous écoutent et qui peut-être font le même type de travail que toi ou pas, en termes de sécurité, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? La prudence. La vie bascule en 2 secondes. Ouais, voilà. Ouais. Alors, parce que moi, j'ai toujours été prudent sur les chantiers. Prudent pour mes gars. Les gars, calez bien votre échafaudage. Les gars, calez bien votre échelle. Mais la preuve, on n'est jamais assez prudent, quoi. En plus de 30 ans de métier, t'as connu combien d'accidents avant celui-là? Aucun? Zéro. Zéro accident de travail? Si, un petit accident sur une machine à bois. Mais comme tous les menuisiers comme beaucoup, voilà. Pourtant, et j'ai tous mes doigts. Oui, je confirme. Parce que moi, je me rappelle, enfant, dans les années 70-80, les bouchers et les menuisiers, il leur manquait tous au moins un doigt. Ah ouais, tous. C'était des bosseurs. Et quand il en manquait un, c'était que c'était des bons menuisiers. C'est ça. Et effectivement, c'est incroyable d'avoir pensé ça à une période pas si lointaine, de se dire il lui manque un doigt, donc c'est que c'est un bosseur. C'est terrible. Et tant mieux, parce qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus rare. Ah oui, maintenant moi je connais plus de menuisiers à qui il arrive des accidents. Non, de moins en moins. Ouais, non, le dernier que j'ai vu, c'était un jeune, c'était dans les années 98, et avant qu'il ne se blesse, je lui ai dit, t'y prends pas comme ça, mets une butée à l'arrière, parce qu'il peut t'arriver une bricole. 2 minutes après, le gars, il perdait 4 doigts dans la toupie. Ah oui. Et puis 4 doigts coupés là. Ouais. Au niveau juste, 3 coupés là, et puis celui-là là. Ouais, quasiment tout perdu, quoi. Quand on était jeune, il fallait qu'on soit très 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 prudent sur les matériels pour travailler le bois. Maintenant, faut toujours faire attention. Mais les machines ont toutes les sécurités possibles et imaginables. Alors surtout ne jamais les enlever, parce que si elles ont été mises, c'est pas pour rien. Eh bien écoute, François, merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Merci. Je sais que c'est... Excuse-moi, je pense que ça doit pas être facile de retravailler, de recreuser dans tes souvenirs. Non, mais ça peut être une bonne thérapie. Ça peut être aussi une bonne thérapie, ouais. Et j'espère aussi que ton témoignage permettra aux personnes qui nous écoutent
peut-être effectivement de changer leurs habitudes, leur façon de faire et de raisonner sécurité, comme tu dis, avant d'arriver sur un chantier en disant il n'y a pas de rambarde, je commence pas à travailler. Ouais. Ah oui, ça c'est important. Ça, j'imagine. Ouais. Je te souhaite plein de courage pour la suite. Merci, toi aussi Hugues. De rien. Et puis, écoute, une nouvelle page professionnelle s'ouvre à toi. Je pense que tu as le tempérament pour rebondir. Je sais que tu arriveras à le faire. Écoute, bonne continuation. Merci Hugues. Allez, ciao. À bientôt, ciao. Salut. Voilà, cet épisode arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura intéressé, peut-être certainement aussi généré quelques réflexions. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton de vos applications. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire, un avis ou si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez également m'écrire sur la page LinkedIn Sauvons nos vies. La semaine prochaine, je recevrai une autre personne en interview dans le cadre de la semaine du Podcaston, à savoir Serge Georgelin, coprésident de l'association Les Parents d'Hugo, qui œuvre pour aider à soigner les cancers pédiatriques. Je vous souhaite une très belle semaine et en attendant, sauvons nos vies.